Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Mandarin TV et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. Rachat de TikTok, l'offre de Microsoft rejetée par le groupe chinois. Le Made in Wuhan en plein essor après la pandémie. La Chine construit une base de lancement astronautique sur l'eau. La marque française de cosmétiques Clarins ouvre son premier laboratoire hors de France à Shanghai. Un photographe compare la fausse ville de Paris en Chine au vrai Paris. Pour finir ce journal, zoom sur la Woman to Watch 2019. Elle est anglo-luxembourgeoise et a fait de son rêve une réalité dans la ville de Shanghai. Le président américain Donald Trump a imposé la date du 20 septembre pour trouver un accord de rachat de TikTok, la plateforme chinoise. Au-delà, elle devra fermer aux États-Unis. Microsoft a fait une offre pour acheter les activités américaines de l'application, mais le géant de l'informatique américain a annoncé dimanche soir que l'offre a été rejetée par ByteDance, le propriétaire chinois de la plateforme. Microsoft n'aura pas TikTok, ou du moins pas pour l'instant. Le groupe américain a indiqué qu'il était convaincu que leur proposition aurait été bonne pour les usagers de TikTok tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale. Le groupe de Redmond avait indiqué début août son intérêt pour TikTok sous la menace d'une interdiction aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui accuse sans preuve depuis des mois le populaire réseau social d'espionnage au profit de la Chine, a signé des décrets pour forcer ByteDance à vendre rapidement les activités de TikTok sur le sol américain. Si un accord de rachat n'est pas trouvé avant le 20 septembre, la plateforme devra fermer aux États-Unis. L'application a de son côté porté plainte contre le gouvernement américain pour contester cette mesure. Microsoft a affirmé qu'il aurait fait des changements significatifs pour assurer que le service respecte les standards les plus élevés en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sûreté et de la lutte contre la désinformation. Fin août, le groupe de supermarchés Walmart avait confirmé s'être allié avec Microsoft dans les négociations pour acquérir la plateforme de partage de vidéos courtes. Ce partenariat des deux géants américains n'aura toutefois pas suffi. Selon plusieurs médias américains, le groupe informatique Oracle, dont le nom a circulé comme l'un des possibles acquéreurs, a désormais la voie libre pour le rachat des activités américaines de TikTok. Oracle et TikTok n'ont rien confirmé jusqu'à présent. La vie à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, la ville la plus durement touchée lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, n'est plus la même. Pourtant, la ville semble revenue à la normale. La ville devient même le moteur du développement économique post-pandémie de la Chine. Porter un masque, manger séparément, contrôler sa température, utiliser fréquemment un désinfectant et des avis qui disent « le contrôle de l'épidémie est notre responsabilité ». Tout ça affiché ici, là, dans l'usine Lenovo de Wuhan qui emploie plus de 10 000 employés. Des ouvriers qui guident un téléphone portable ou une tablette à travers la chaîne de production toutes les secondes. Plus de 100 000 téléphones mobiles sont produits ici chaque jour, puis expédiés à travers le pays et le monde depuis cette ville chinoise qui émerge d'un confinement de 76 jours pendant l'épidémie de Covid-19. Cette semaine, les employés de l'usine ont vu l'arrivée d'un nouveau téléphone pliable 5G, le Motorola 5G Razr de Lenovo. Assemblé, testé et livré à Wuhan, est désormais prêt à être expédié dans plus de 160 pays et régions. La ville a non seulement rétabli sa pleine capacité de production, mais elle avance à une vitesse plus rapide que prévu. Depuis la reprise de la production en avril, l'augmentation des investissements nationaux et étrangers et le soutien arrivant de tout le pays ont permis à Wuhan de restaurer sa capacité de fabrication et de se remettre rapidement de la pandémie. Yang Yongying, président et PDG de Lenovo, a déclaré qu'il y a quelques mois, Wuhan était au centre de la tempête pandémique, mais elle est maintenant devenue la girouette du développement économique post-pandémie de la Chine. Selon le journal local Shangjiang Daily, au deuxième trimestre, l'économie de Wuhan a rebondi pour atteindre le même niveau de la même période de l'année dernière. Un énorme renversement par rapport au premier trimestre lorsque son PIB avait plongé de 40,5% d'une année sur l'autre. La ville a été coupée du reste de la Chine et du monde après que l'ensemble de la ville de 11 millions d'habitants a été placée sous confinement, une décision sans précédent mais également nécessaire à l'époque. Tous les travaux ont été interrompus, tous les transports arrêtés et presque tout le monde a été enfermé chez soi, tout cela dans le but de lutter contre le virus. La pandémie a clairement montré qu'arrêter la production à Wuhan signifie également arrêter la chaîne industrielle mondiale. La Chine à la conquête de l'espace. Le pays a construit une 5e base de lancement astronautique.
Pour éviter tous les problèmes liés aux sites traditionnels, parfois trop proches des zones peuplées, cette base a été bâtie loin des habitations en pleine mer. En à peine 20 ans, la Chine s'est imposée comme une nation incontournable dans le domaine spatial. Si en 2001, le pays n'avait effectué qu'un seul lancement par l'intermédiaire de sa fusée Longue Marche, ce chiffre n'a cessé d'augmenter au fil des années. Ainsi, en 2018, une année record, la Chine a procédé à 37 lancements via ses fusées Longue Marche 2, 3, 4 et 11. Pour cette année 2020, déjà 26 lancements ont eu lieu malgré la pandémie de Covid-19. Actuellement, le pays dispose de 4 sites de lancement. Ils sont situés à Jiangguan, nord-ouest de la Chine, Taiyuan au nord, Zhejiang au sud-ouest et sur l'île de Hainan. La Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine construit actuellement un 5e site pour le moins original. Il est offshore, c'est-à-dire situé en mer. Il prend place au large de la ville de Haiyang, sur la côte de la province orientale du Shandong. Wang Xiaochun, directeur de l'Académie chinoise de technologie des lanceurs, a récemment visité l'installation. Il rapporte des progrès substantiels. Une fois opérationnel, ce site sera utilisé pour le lancement de véhicules légers, mais aussi la construction et l'entretien de fusées, satellites et autres engins spatiaux. Vous l'imaginez, ces bases de lancement offshore présentent un avantage majeur. Elles peuvent être construites loin des zones potentiellement peuplées et minimise donc les risques pour la population. À vrai dire, ce type d'installation est dans l'air du temps. SpaceX, la société américaine d'Elon Musk, planche également dessus. Du côté chinois, le 5 juin 2019, un lanceur Long March 11 a déjà été lancé depuis un pas de tir situé au beau milieu de la mer Jaune, faisant de la Chine la 3e nation à réaliser cette prouesse. Clarins, société française de produits cosmétiques haut de gamme, a ouvert le 10 octobre son premier laboratoire hors de France à Shanghai, dans l'est de la Chine. Le but, identifier les besoins des consommateurs chinois pour mieux y répondre. Le nouveau laboratoire Clarins est situé dans l'arrondissement de Jing'an à Shanghai et se concentre sur les tests in vitro, sensoriels et cliniques des produits cosmétiques. Olivier Courtin-Clarins, directeur général du groupe Clarins, a déclaré que lorsque le groupe s'est rendu pour la première fois en Chine en 1999, ils ont vu de grandes possibilités de coopération avec les partenaires locaux. Aujourd'hui, ça devient réalité avec ce laboratoire implanté en Chine. Cela va permettre à l'entreprise de comprendre les derniers développements technologiques, humains et biologiques du pays. La Chine est déjà le plus grand marché pour Clarins au monde. Les enquêtes de leur entreprise font preuve que les consommateurs chinois aspirent de plus en plus aux produits de haute qualité. L'installation de ce laboratoire en Chine permet à la marque française d'être plus proche des consommateurs locaux. Grâce à une augmentation des revenus de la classe moyenne, la Chine est aujourd'hui le 2e plus grand marché des produits de beauté et cosmétiques au monde, avec une valeur annuelle d'environ 300 milliards de yuan. Selon les statistiques de Clarins, le chiffre d'affaires de la société en Chine a maintenu ces dernières années une croissance à 2 chiffres. Le budget des consommateurs chinois consacré aux produits anti-vieillissement est plus important que dans d'autres marchés du monde. Selon Zhong Xiaoming, vice-président exécutif de Clarins Grande Chine, le pouvoir d'achat des consommateurs chinois retrouvait son niveau d'avant l'épidémie, alors que certaines régions ont enregistré une croissance accélérée. Il a ajouté qu'ils seront plus audacieux et plus confiants dans leurs décisions commerciales pour la Chine et ils les mettront en place à plus long terme par rapport à celles d'autres pays du monde. Sous la direction du laboratoire du siège à Paris, le laboratoire à Shanghai aidera l'entreprise à mieux connaître les besoins de la peau asiatique et ceux des consommateurs chinois et à mener des enquêtes de marché et des tests d'efficacité des produits de manière plus approfondie. D'après un bilan établi fin août, 451 laboratoires et centres de recherche d'entreprises étrangères se sont installés à Shanghai, tandis que la métropole chinoise a introduit 701 sièges régionaux de sociétés multinationales. Shanghai accélère sa transformation en centre d'innovation scientifique et technologique avec une influence internationale. L'arrivée du laboratoire Clarins reflète la confirmation d'un bon environnement local en matière de commerce et d'innovation. La Chine a créé des répliques détaillées de villes comme Hallstatt en Autriche et Venise en Italie. Sa fausse ville lumière prend le dessus, elle a presque trompé le photographe parisien François Prost. Il a passé une semaine en 2017 dans la ville de Changchun où se trouve une copie de Paris pour la comparer à sa ville natale.
L'idée de comparer le vrai Paris à la fausse version de la Chine ne lui est venue qu'après avoir lu un article sur un journaliste qui s'est rendu dans tous les Paris des États-Unis pour voir si les habitants ressentaient un lien quelconque avec leur homonyme français, et non, la réponse c'était aucun lien. Le photographe s'est envolé pour Tiandusheng en Chine pour une semaine fin 2017 et a qualifié la ville de surréaliste. Tiandusheng, une communauté fermée dans la banlieue de Hangzhou, a été construite en 2007. Aussi connue sous le nom de Sky City, elle est célèbre pour sa réplique de 300 pieds, environ 91 mètres, de la Tour Eiffel, ainsi que pour son architecture et son aménagement paysager de style parisien. François Prost a déclaré avoir vu des célèbres monuments parisiens complètement dépourvus de touristes lors de son premier jour à Tiandusheng. Il a trouvé bizarre d'être assis dans un Airbnb avec une vue sur la Tour Eiffel en Chine. Mais il s'est vite rendu compte que Tiandusheng était un lieu très résidentiel rempli de familles. Si le Parisien déclare que les répliques de sa ville natale lui semblent étrangers, il apprécie que Tiandusheng ne soit pas pleine de touristes mais plutôt de gens qui y vivent. En dehors de l'architecture, François Prost a précisé que Tiandusheng n'avait rien adopté de son homologue français. Il a même déclaré que, mis à part l'architecture, la ville ne lui rappelait pas Paris. Il a pris des centaines de photos à Tiandusheng, puis a passé des mois à essayer de les reproduire à Paris en s'efforçant de trouver les bons angles. Il dit avoir créé des index de toutes les attractions qu'il a photographiées, les organisant selon chaque angle sous lequel il les a prises, avant de se lancer dans la reproduction d'une sélection à Paris. Il a indiqué qu'il y avait 3 zones principales à Tiandusheng qui ressemblaient à Paris. Il y avait la Tour Eiffel, une réplique de Versailles et des avenues bordées d'immeubles imitant l'architecture haussmannienne, un type d'architecture très répandu à Paris. Un endroit en particulier sur une colline avec vue sur la Tour Eiffel l'a vraiment frappé. Il a déclaré que la zone, tout comme le Trocadéro à Paris, était bordée de couples prenant des photos de fiançailles et de mariage. Il dit qu'en tant que Parisien, il peut faire la différence, mais pense que toute personne moins familière avec la ville aurait du mal à distinguer les deux endroits. En voyant ces similitudes frappantes dans 2 destinations distantes de près de plus de 9600 km, François Prost a publié ses photos dans un livre intitulé Paris, Chine. Elle a eu le coup de foudre pour Shanghai dès sa première arrivée dans la ville à 17 ans. 10 ans après, elle est revenue s'y installer. En 2010, elle a créé sa propre entreprise, Rutter Communication, pour aider les grandes marques internationales de luxe à réussir sur le marché chinois. Elle est anglo-luxembourgeoise et s'appelle Chloé Reuters. Pour moi, Shanghai, c'est tout. C'est ma vie, ma famille, mon travail, passé, c'est mon avenir. C'est absolument tout. Et j'adore Shanghai. Je m'appelle Chloé, mon nom chinois c'est Luo Yuhua. Le marché du luxe doit vraiment remercier les Chinois. Je crois que sans les Chinois, le marché du luxe mondialement aurait beaucoup de problèmes. Et principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques de luxe à réussir en Chine. Donc, ça veut dire qu'on les aide en communication, en marketing, surtout dans le digital, à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et à faire de la recherche sur leur industrie. La première fois que je suis venue à Shanghai, je pense que j'avais 17 ans. J'étais tombée amoureuse de la ville. C'était vraiment le coup de foudre et je me suis toujours dit que j'allais revenir à Shanghai un jour et j'avais 3 rêves. Le premier, c'était que j'allais rencontrer l'amour de ma vie à Shanghai. Le deuxième, c'était que j'allais commencer ma propre société. Et le troisième, c'était que j'allais pouvoir acheter une vieille maison style européen dans le centre de Shanghai. Donc je suis revenue en janvier 2005 m'installer à Shanghai avec ma valise. Je suis arrivée un dimanche et j'ai rencontré mon futur mari le jeudi d'après. Donc on est tous les deux nés en Belgique. Et puis on s'est mariés à Shanghai. En 2010, c'était l'année de l'expo de Shanghai. J'avais 2 petits-enfants et je me suis dit que si je commençais ma propre entreprise, j'aurais aussi beaucoup plus de temps à la maison. Je pense que la Chine, c'est un pays qui se prête très bien aux entrepreneurs. Maintenant, je n'avais jamais géré une boîte moi-même et donc on apprend sur le chantier. Il y a 15 ou 20 ans, quand les gens pensaient au luxe, ils pensaient peut-être au grand logo et à quelque chose de très visible.
Aujourd'hui, le marché ici est très sophistiqué et je suis toujours surprise parfois quand je vois des amies chinoises qui portent des marques très niches. Elles ont fait énormément de recherches et elles connaissent même des marques que moi je ne connais pas. Mes enfants, ils connaissent principalement la Chine. Ils sont nés en Chine, ils se parlent souvent en chinois. Ma fille adore la mode. Elle a beaucoup de chance parce qu'elle a rencontré beaucoup de designers à travers mon travail. Donc elle fait du design et elle design ses propres habits. Elle fait des vêtements vraiment beaux et très mignons et même parfois je suis un peu jalouse et j'aimerais bien en faire un à ma taille. L'avenir de la Chine, il est très positif. Je crois qu'il y a encore énormément de croissance et énormément d'opportunités en Chine. Être étranger, j'ai beaucoup de chance de vraiment vivre ce rêve chinois. C'est un peu, si on regarde les années 1920 où les gens allaient à New York pour essayer de vivre the American Dream, c'est aujourd'hui, c'est the Chinese Dream. Et c'est déjà la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.